Ce podcast contient du contenu sensible. Si tu n'as pas le goût d'être exposé à un récit de vie qui va peut-être te brasser, pourquoi pas plutôt opter pour quelque chose qui va te faire rire? Si c'est ton cas, je te suggère de découvrir un humoriste de la relève franco-ontarien, Jonathan Dion. Je te promets qu'il va te faire sourire. Bonne journée! Au bout de ma peine, un balado d'humains qui se racontent. Au cœur de chaque épisode, un crime. Le sien, celui d'un autre ou celui qu'on aurait pu commettre. À bord de notre studio mobile, on part à la rencontre d'une personne au témoignage touchant pour comprendre comment elle s'est rendue là. On est à la recherche de vérités crues, sans flafla. Si certains ont frappé un mur et ne se sont pas encore relevés, d'autres sont enfin au bout de leur peine. Ce balado a été conçu à des fins pédagogiques afin de former la relève en sciences sociales et humaines. Les propos exprimés, présentés pour illustrer des cas réels aux étudiants et étudiantes, ne doivent en aucun cas être interprétés comme reflétant les points de vue, positions ou orientations du Collège La Cité ou de ses employés. Certains contenus sensibles pourraient heurter. Ce balado s'adresse à un public averti. Sophie, c'est une femme mariée avec 3 enfants, avec une enfance et une vie tout à fait normale. Jamais on ne devinerait que sa vie a été traversée par les 3 drames qu'elle s'apprête à nous raconter. Dans 3 relations différentes, Sophie a subi des violences. La dernière a marqué la fin de ce cycle car elle a décidé de porter plainte. Vous entendrez sa touchante histoire, alors qu'elle nous relate son parcours dans un système de justice qui, même s'il se veut bienveillant, cause des dommages collatéraux, parfois plus grands que le crime lui-même. Cet épisode est mixé par Stéphanie Lepage et Isabelle Dion. Je m'appelle Nadine Crégeur. C'est ça, je l'ai rencontré au cégep. Ben, c'est assez classique, là, dans le sens où on arrivait tous au cégep d'écoles différentes, on ne se connaissait pas. Puis, il fallait se mettre en équipe. C'était le gars à côté de moi, simple comme ça. Donc, on s'est mis à faire beaucoup de travaux en équipe. Puis, moi, j'ai une surdité. Donc, il m'aidait à... Tu sais, c'était aussi l'apprentissage de prendre des notes, l'apprentissage d'être autonome aussi. On s'entend qu'au secondaire, j'allais dans une école privée ou même en secondaire 5, j'avais pas le droit de franchir la porte si maman me donnait pas la main. Là, c'était presque ça. Donc, je partais d'un milieu très fermé où là, je me rendrais au cégep toute seule. Il fallait que je me débrouille. À l'école secondaire, là, les profs savaient tous que j'avais une surdité. Ils me plaçaient en avant, ils faisaient attention. Là, j'étais un peu lâchée là, ben, comme tous les jeunes là, quand on arrive au cégep. Donc là, je me suis comme raccrochée à lui parce que, puis lui à moi un peu, je pense, au début, là, parce qu'on arrivait dans un milieu qu'on connaissait pas, puis on s'ajustait. Puis il m'aidait avec mes notes. Donc, euh, ça lui a permis de prendre un grand contrôle sur moi parce qu'il a utilisé ça. La première session, c'était un hasard, mais après ça, il a utilisé le fait qu'il m'a aidé à prendre mes notes pour changer mon horaire, pour que j'ai exactement le même que lui tout le temps. Et puis refermer beaucoup, beaucoup mon cercle social autour de lui. Donc, ça lui a donné ce grand pouvoir-là là, quand on était au cégep. Mais au début, c'était purement un hasard. Puis c'est ça, à un moment donné, ma vie était uniquement lui. Ça a comme été construit comme ça autour de moi sans vraiment que je vois rien aller. Puis comme j'étais tout le temps avec, tout le monde s'est mis à prendre pour acquis que c'était mon chum. Puis vu qu'il me tenait très serré, ben ça allait comme de soi pour tout le monde à l'extérieur. J'ai pas vraiment eu mon mot à dire. Je l'ai pas vraiment choisi. Ça s'est fait un peu pour moi. Je dirais pas que j'aurais pas pu me rebeller, mais j'étais trop jeune, trop innocente. Je savais pas trop où ça allait. Puis même ma mère, elle disait que c'était mon chum. Donc, OK, ben, c'est mon chum, faut croire. T'sais. Donc, j'étais quand même très jeune. C'était ma première relation sérieuse. Puis, on est comme restés ensemble. On habitait ensemble à l'université. Donc, j'étais un peu coincée, si on veut, dans le sens où, on n'a pas beaucoup de sous à l'université. On peut pas se prendre un logement tout seul. Puis il a beaucoup joué là-dessus. Puis c'est ça, c'était
c'était subtil comme relation, c'était subtil comme échange. Puis au fil des années, je suis quand même restée avec lui 7 ans. Vraiment, il m'a démolie. Je me considérais comme étant une moins que rien, incapable de tout. J'ai même eu de la misère à terminer mon bac au point qu'il me traitait de moins que rien, mais il m'aidait à faire mes travaux parce qu'il voulait que je sois productive, là, j'imagine, par la suite. Donc, ça a été vraiment une drôle de relation où très graduellement, j'ai plongé dans un abîme où j'avais l'impression de servir à rien, d'être capable de rien faire d'autre que le servir. Et puis, quand il m'a quittée pour une autre, j'ai été pendant un bon 6 mois où je savais vraiment pas quoi faire. Je savais plus qui j'étais parce que avant lui, j'étais quand même jeune. Là, je sortais du secondaire, je rentrais au cégep. On s'entend on est très jeune à ce moment-là, dans ma tête à moi, en tout cas. Donc, c'est ça, je savais plus qui j'étais, je savais pas ce que j'aimais, je savais pas où est-ce que je voulais aller. Je faisais beaucoup, beaucoup de nourriture parce qu'il m'avait habituée à préparer beaucoup de nourriture pour nourrir lui et ses amis. Puis là, je savais pas quoi faire d'autre, à part faire du ménage, faire de la nourriture pour lui, dans le fond. Toute ma vie de jeune adulte avait été centrée autour de ses besoins à lui. Puis ça m'a pris beaucoup de temps à réussir à me reconstruire, puis trouver qui j'étais, puis qu'est-ce que je voulais faire d'autre que le servir, dans le fond. Ça a été une étrange relation. D'ailleurs, il m'avait coupé complètement avec toutes mes amies, j'avais aucune amie, aucune connaissance même. J'avais aucun lien social, même ma famille me parlait plus vraiment. Donc, j'étais toute seule et et je savais même plus qui j'étais. J'étais même pas avec moi-même, disons. Ça a été particulier. J'étais tellement prise par tous ces jeux de contrôle-là que je me sentais pas bonne, pas capable. Ça m'a vraiment rentré dedans quand je suis arrivée à la fin de mon bac. Puis là, j'avais une genre de mini-recherche là, avec un mini-mémoire d'une quinzaine de pages à faire. Puis j'avais tellement pas confiance en moi, je me sentais tellement incapable de le faire qu'il a vraiment fallu qu'il m'aide à le formuler. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose qui marchait pas, dans le sens où j'étais pas ce genre de fille-là avant. J'étais vraiment quelqu'un d'efficace puis de compétente. Puis malgré ça, ça m'a pas vraiment allumé des lumières. Dans le fond, j'ai jamais vraiment allumé des lumières que ça marchait pas, jusqu'à ce qu'il me quitte pour une autre. Ça m'a d'ailleurs fait très mal parce qu'il m'a quittée pour une fille parce qu'il était rendu chargé de cours, puis c'était une de ses élèves. Puis ça m'a vraiment rentré dedans parce que je m'inquiétais pour cette jeune fille-là que je connaissais. Mais tout ça pour dire que non, j'ai jamais pris le choix de quitter. J'ai jamais réalisé que ça marchait pas. Et c'est par la suite que je me sentais tellement pas bien que j'ai eu du soutien, mais pas vraiment. Je pense qu'une fois, j'ai vu une travailleuse sociale, puis elle m'a dit vite, vite, ce que tu as vécu, c'est de la violence conjugale. Puis c'est là que ça m'a allumé comme ah ben ça se peut, tu sais, ça explique peut-être pourquoi je me sens aussi pas bien, mais au début je la croyais pas, ça m'a pris du temps pour l'accepter. Ça m'a pris du temps à remonter la pente après. C'est une partie de ma vie qu'on dirait que mon cerveau a un peu mis de côté pour me protéger, j'imagine. Puis j'étais comme dans un brouillard continuellement à la fin. Tu sais, le début, je m'en souviens très bien, mais plus j'avance dans ces années-là, on dirait plus mes souvenirs sont très, très flous. Mais je me souviens de l'attendre pendant des heures et puis il me disait pas, il savait que ça me mettait mal à l'aise, puis il faisait exprès de pas me dire quand il allait rentrer, de pas me dire s'il allait rentrer avec du monde. Donc, je devais toujours être prête à le recevoir, possiblement avec d'autres collègues à lui. Donc, être toujours habillée, avoir toujours un repas prêt là, selon le moment de la journée. Et si c'était dans la nuit, il fallait que j'ai un déjeuner de prêt au cas où il arriverait tard. Puis, si je le décevais, si je ne correspondais pas à ces besoins-là, ben là, il pouvait me bouder, m'ignorer. On va dire que le ménage n'était pas parfait. Ben là, bien sûr, il l'utilisait pour me dénigrer. Il regarde comme t'es une souillon. T'es même pas capable de t'occuper d'un logement. C'est dur à décrire parce que ça, c'est très graduel. Puis j'imagine qu'un an ou deux avec un homme comme ça ferait pas vraiment de mal à qui que ce soit, mais au bout de 7 ans, quand on part jeune puis que c'est notre première expérience, ça m'a construit autour de ça. Dans le fond,
suite à cette relation-là, qui était quand même, si on veut, douce, là, où il n'y avait pas rien de physique ou de super clair, comme je disais, il a fallu que je me reconstruise un peu, je savais pas qui j'étais. Puis je me suis cherchée beaucoup. Il y a une période où, je vais être honnête, là, je cherchais des expériences sexuelles à gauche, à droite. Je testais. Je testais ma sexualité, je testais ma capacité de séduire aussi. Je savais pas comment rentrer en contact avec les autres. J'ai testé aussi l'amitié un petit peu. J'ai réussi à trouver des amis dans des intérêts communs. Bref, je testais un peu tout. J'essayais de redécouvrir qui j'étais après le choc du début, là. Et puis, donc c'est ça, j'ai continué à grandir là-dedans un petit peu. Puis j'enseignais en même temps. J'ai enseigné en prison. Puis dans le fond, j'ai rencontré un homme qui était un prisonnier à ce moment-là. Et puis c'était un de mes élèves adultes, je tiens à préciser, c'est vrai, il était très brillant, qui avait eu un passage à l'école difficile, mais que là, il se reprenait en main, puis il voulait faire des études, puis il était à son affaire. Donc, c'est sûr que tout ça m'a bien disposé à son égard. Donc, quand il est rentré en contact avec moi après coup, j'avais, c'est un préjugé favorable. Tu sais, j'étais pas inquiète. C'est un élève dont je pouvais être fière, puis tu sais, il a joué là-dessus. J'ai même rempli une lettre comme quoi c'était un bon élève qui était assidu, puis tout ça pour le comité de libération conditionnelle, là. Puis plus tard, quand il est sorti de prison, il m'a retrouvée. Et puis je crois qu'il avait perçu que j'étais fragile, puis je me cherchais, puis j'essayais de me construire un peu là-dedans. Puis il a réussi à me séduire vraiment, alors que j'étais pourtant au courant que c'était un homme qui avait un passé criminel. Puis on dirait que je l'ai comme pas vu venir, je l'ai mal saisi. J'étais encore dans la recherche, je savais pas trop où je m'en allais. Puis c'est ça, il m'a séduit, il était vraiment très, très, très amoureux, il me faisait sentir belle, il me faisait sentir bonne. Les cadeaux, les flatteries, beaucoup de manipulation. Puis je suis vraiment tombée dans le panneau. Il n'y a pas d'autre manière de le voir, là. Je l'ai cru. Puis c'est ça, là. C'était comme dans les livres, là, le gros amour, je vais prendre soin de toi. Puis ça a duré quelques semaines. Puis petit peu à petit peu, là, cette fois-là, je l'ai vu venir un petit peu plus, par exemple. J'ai vu le côté manipulation, le côté que j'avais pas le droit qui s'est mis à critiquer des manières de m'habiller qu'avant il trouvait adapté, même qu'il me félicitait pour ça. Et puis là, soudainement, là, ben, tu mettras pas ça en public. Il s'est mis aussi à avoir beaucoup d'exigences au niveau sexuel. À insister pour faire des choses avec lesquelles j'étais pas à l'aise, puis à me dire que justement, là, vu que j'étais jeune, j'allais découvrir ça avec lui, puis qu'il allait me t'sais. Donc, de ce côté-là, puis comme il sortait de prison, il n'y avait pas beaucoup de moyens, donc il était venu habiter chez moi très rapidement. Au début, c'était juste pour le dépanner, parce qu'il n'y avait pas d'autre place où aller, puis rapidement, ben, c'est devenu chez lui. Il s'est mis à faire envoyer ses lettres-là, tout ça. Et puis, ça n'a pas été très long que j'étais vraiment à son service. Il fallait que je l'amène à telle place, telle place. Il y avait beaucoup les techniques, justement, d'ignorer si je répondais pas à ses besoins. Puis encore, il fallait que je prépare la nourriture, que la place soit propre. Puis, voyons, ça n'a pas d'allure de tenir une maison comme ça. Tu n'as pas honte qu'il y ait des vêtements qui traînent. Puis, pourtant, je ne crois pas être quelqu'un de malpropre. Là. Si vous veniez chez moi, vous verriez qu'en général, mais c'est quelque chose de facile pour taper dessus. Puis c'est devenu rapidement plus violent physique. Je me suis mis à avoir peur. Il frappait, il donnait un coup de poing dans le mur quand il était. Si j'avais l'audace de lui répondre. Et ça a été jusqu'à une journée où est-ce que justement je lui ai tenu tête parce que là, je voyais que ça marchait pas. Je voyais que j'étais en train de plonger, de devenir encore une fois un zombie. Puis là, je disais, voyons, ça n'a pas d'allure, tu me dis que tu m'aimes, puis tout ça. Puis là, il s'est comme fâché, puis il m'a étranglé sur un mur. Après ça, quand il a fini par me lâcher, là, c'était excuse-moi. Puis là, j'y ai répondu. Mais là, c'est toi qui as fait ça, tu sais. C'est pas.
t'as pas à dire que tu t'excuses, c'est toi qui viens de le faire. Puis là, ça l'a enragé, puis là, il s'est mis à me taper, puis je me souviens, je marchais à quatre pattes, il m'a pogné par les cheveux, il m'a tiré. Donc, c'est devenu violent physiquement, donc c'est sûr que ça a allumé des lumières plus vite. Je dirais que c'est un peu ça qui m'a sauvée, parce que là, vraiment, je pouvais plus me voiler la face, là. C'était clair que c'était de la violence. Je me suis sauvée. Avant ça, d'ailleurs, pour me punir, il y a une fois qu'il a tué mon chien. Il était fâché contre moi, puis il l'a étranglé devant mes yeux pour me montrer, dans le fond, qu'il avait le contrôle. Puis tout le long, il répétait « La prochaine, c'est toi, mon hostie ». Puis en effet, c'était pas long après, parce que c'est ça, ça escalade. Hein? C'est ça, je me débattais un peu. Disons que c'était un point un peu plus gros, là. C'était assez évident. Et pourtant, cette fois-là, je l'ai comme pas vu. Je l'avais mérité, parce que je me souviens plus ce que j'avais pas fait, là. J'avais peut-être pas gagné assez d'argent, puis là, il pouvait pas. À un moment donné, c'est ça, il voulait s'acheter une auto, puis là, il fallait que je paye l'auto, mais là, je peux pas la créer, l'argent, là. Là, il voulait que que j'hypothèque la maison où j'habitais pour pouvoir payer son auto, payer ses affaires. Puis là, j'avais refusé, donc là, il avait comme tué mon chien. En tout cas, à la fin, c'était comme plus évident. Et puis là, c'est ça, je me suis sauvée une journée. J'ai ramassé mes 2 chiens, puis je suis partie. Je suis partie dans une maison pour femmes qui vivaient de la violence. L'affaire, c'est que je suis partie pour y aller. Ceci dit, avec les chiens, c'était comme pas possible. Donc, il a fallu que je revienne rapidement. Mais entre-temps, j'étais quand même partie de chez moi. Puis il avait comme vu qu'il y avait moins de contrôle sur moi, j'imagine, ou je sais pas quoi. Quand je suis revenue, il était plus là. Mais tout de même, j'ai suivi des ateliers. J'ai eu besoin d'aide pour vraiment réussir à comprendre c'était quoi la dynamique de violence. Puis, parce que je voulais pas repasser par là. Donc, j'ai suivi des ateliers pendant quelques semaines, puis du privé, du groupe. Puis rapidement, je me suis cherché un emploi à l'autre bout du monde. Puis je suis partie. Je suis partie très, très, très loin, en cachant où est-ce que je m'en allais, en cachant... Encore aujourd'hui, vous ne trouverez pas de photos de moi sur Facebook ou d'informations qui permettraient de me localiser. Là. Je vis encore un peu dans la part de tout ça. Donc, c'est ça. Je suis partie très, très loin pour me sauver de ça. L'auto qu'il conduisait, c'était à mon nom. C'était moi qui l'avais plaqué parce qu'il n'y avait même pas de permis de conduire. C'était moi qui le prêt était à mon nom. Donc, moi, le contact que j'ai eu par la suite, c'est que j'ai trouvé ça spécial. J'étais allée voir la police en disant on n'est plus en couple, il conduit une auto qui m'appartient, il refuse de me la rendre. Est-ce que je peux le déclarer comme un vol? Puis ils m'ont dit non. Il fallait que j'attende qu'il me le rende de son plein gré. J'avais aucun, selon le policier que j'ai rencontré cette journée-là, vu qu'au départ, je lui avais prêté de bonne foi, je ne pouvais pas le déclarer volé, je ne pouvais pas retourner le chercher. Donc, il pouvait le posséder aussi longtemps qu'il le souhaitait. Je ne savais pas trop quoi faire parce que je n'arrivais plus à faire les paiements. J'avais besoin, moi aussi, d'un véhicule. Donc, j'étais un peu coincée. J'ai fini par penser à... J'avais une petite idée de la région où est-ce qu'il était. Donc, j'ai dit au policier que je savais que cet homme-là n'avait pas de permis de conduire, qu'il conduisait sans permis dans cette région-là. Donc, ils ont fini par l'arrêter. Puis là, j'ai été contactée parce que le véhicule était à mon nom, puis il avait été remorqué. Puis il me parlait beaucoup, beaucoup aussi d'avoir des bébés. J'avais toujours peur qu'il m'échange ma pilule. Je faisais toujours attention de où est-ce que je la mettais. Je la changeais de place. Je surveillais à quoi ça ressemblait. Il essayait de s'arranger pour que je l'oublie. Fallait que j'avais comme un set de pilules en évidence, puis un set de pilules que je cachais pour toujours savoir où est-ce que c'était, puis il fallait que je surveille, là. Il essayait de me mêler, il a même essayé de me saouler, des choses comme ça le soir, pour que je n'y pense pas, quand il savait que ça aurait pu, tu sais. Donc, il me parlait beaucoup de bébés. J'imagine, de ce que j'ai compris par après, que c'était une manière d'avoir un peu un contrôle, de m'attacher à la maison avec des bébés. Ah oui, ça c'est drôle, à un moment donné, j'ai un bout où j'ai eu une période creuse là, où j'avais pas d'emploi. Puis j'avais trouvé un emploi dans un centre d'appel. C'était pas parfait, mais justement, tu sais, j'étais un peu fatiguée, je me sentais pas très bonne. Donc, ce petit employé-là, ben simple, faisait mon affaire. J'avais commencé la formation. Puis là, comme j'avais pas d'emploi, je pense que c'est même lui qui avait fait la demande de chômage.
pour moi. Et puis là, il a reçu la réponse comme quoi j'étais acceptée pour recevoir du chômage. Et puis là, j'ai dû arrêter de travailler. Alors, j'avais commencé peut-être depuis, je ne sais plus, 3-4 jours, une semaine, parce que je pouvais recevoir du chômage. Puis, tu sais, dans son idée, c'est, ben là, tu peux recevoir du chômage, tu ne vas pas travailler alors que tu peux avoir de l'argent gratuit. Mais moi, je ne voulais pas nécessairement ça. Mais je pense vraiment que c'était une question de contrôle, bien sûr. Puis après ça, j'ai eu des problèmes avec le chômage parce que là, il me disait, au moment où tu avais le droit au chômage, tu as eu un emploi puis tu l'as quitté volontairement. Mais honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance là-dedans parce que j'ai réécrit au monsieur, j'y ai expliqué, regarde, puis en plus, il m'avait complètement vidé. Financièrement, cette aventure-là de peut-être 6 mois, j'avais évalué que ça m'avait coûté 17 000 au total de choses parce que bien sûr, il y avait beaucoup de caprices. Il ne mangeait pas de tout. Il y avait besoin d'outils pour réparer mon auto, on va dire, ou beaucoup, beaucoup de frais qui arrivaient. Donc là, j'étais complètement financièrement, j'étais vraiment dans la merde au moment où il m'a quitté. Donc là, j'ai écrit au chômage, puis j'ai expliqué la situation. J'ai dit, je vivais de la violence conjugale. C'est lui qui m'a obligée à quitter quand j'ai reçu cette lettre-là. Je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'il n'y avait pas le droit. Mais j'ai quitté cet homme-là, puis là, j'avais envoyé des papiers comme quoi j'étais j'avais eu des services de maison pour femmes. Puis que dès que la relation était finie, je m'étais trouvé un emploi rapidement après. Là, donc, je n'avais pas utilisé le chômage très, très longtemps. Là, mais pas après la fin de la relation. Puis ils m'ont enlevé ma dette. J'ai pas eu besoin de le rembourser. Là, donc ça a été vraiment un gros point dans ma vie. Un moment, je sais que c'est niaiseux, mais on dirait que ça m'a permis d'accepter que j'avais vécu de la violence, mais là, c'était fini, j'avais repris le contrôle, puis un peu que la société m'aidait là-dedans, je sais pas comment dire. C'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, C'était un peu la première marque de soutien que j'avais. Je suis désolée, là, je suis un peu émotive. Que le monde m'aidait à me relever. Ça a été un gros point pour moi. Ça, je l'ai vraiment perçu comme quelqu'un qui, même si je l'ai jamais vu, même si qui comprenait un peu ce que j'avais vécu, puis qui allait pas faire exprès de me taper sa tomate, là, puis qui allait m'aider là-dedans. Donc, ça m'a vraiment fait du bien à ce moment-là. Que j'avais le droit de le mentionner à quelqu'un, puis que ça allait être accepté puis compris, tu sais. Un ami que j'avais pas à ce moment-là, parce qu'on s'entend que dans cette relation-là aussi, les ponts avaient été coupés avec ma famille, et puis les quelques amis qui m'étaient fait entre les deux relations étaient disparus aussi. Vous savez, quand on est dans une relation comme ça, le monde sent que on n'est pas disponible. On peut pas être disponible pour une relation d'amitié. Puis l'autre personne le fait clairement sentir. Autant si on va voir nos amis, on le subit au retour, que si si les amis viennent chez nous, on va dire, il nous fait honte, il s'arrange pour que les personnes soient mal à l'aise et qu'ils ne veuillent pas revenir. Donc, on est très seul là-dedans. Puis, il y a de mes amis à qui j'en ai parlé par après, puis qui ont dit, avoir su, je serais restée. Ben, si j'ai un message que j'aimerais dire, c'est si jamais vous voyez quelqu'un qui est dans une relation qui vous met mal à l'aise, je sais que c'est difficile, mais si vous êtes capable, vous, de rester, même si ça vous met mal à l'aise, même si vous avez l'impression que la personne et son conjoint ne vous veulent pas vraiment là, vous allez peut-être être la seule personne qui va être encore là après. Mais à un moment donné, j'avais une amie, justement, vu qu'elle n'avait pas vraiment le droit d'aller chez elle, elle est venue chez nous pour souper. Puis là, c'est dur à décrire, mais tu sais, il ajustait vraiment. Pourtant, il n'était pas si mal élevé que ça, mais tu sais, on a eu le droit à des pieds à la table, il envoyait des petites piques, il l'a même un peu ridiculisé. Il riait un peu de son emploi, il riait un peu de son auto. Il l'a fait sentir vraiment mal à l'aise et tout le long. Je peux pas dire qu'elle est revenue chez moi, là. Même toi, t'oses pas inviter. Non seulement tu sais que si tu invites quelqu'un, il va être grognon. Ça c'est une autre manière aussi d'être très, très... d'être de mauvaise humeur. De pas regarder la personne, de grogner, de vraiment faire sentir la personne comme de trop, là. De vraiment manifester une mauvaise humeur flagrante par des gestes brusques, il va s'installer à l'ordinateur à l'autre bout, il dit même pas allô. Il vient même pas s'asseoir à table pour manger. Ah non, moi, j'ai même pas faim, puis il sort, ou sortir en claquant la porte, s'en aller.
personne n'ose pas, puis toi non plus. Tu veux pas mettre tes amis dans cette situation-là. Tu fais l'erreur une seule fois. Tu veux pas mettre la personne mal à l'aise, tu veux pas, donc au bout de la ligne, ben, tu la contactes plus, l'amie. Tu sais, je me souviens une fois où j'étais vraiment en colère parce que on dirait que c'est ça, dans la première relation, je me débattais pas du tout. La deuxième, je sentais que ça allait pas, c'était trop évident. Puis à un moment donné, je me souviens d'y avoir parlé un peu raide, puis encore, là, tu sais. Parce qu'il venait de me dire que j'étais une salope parce que la maison était en bordel ou je sais pas quoi. Puis là, je me souviens d'être approchée de lui, d'avoir pointé avec mon doigt sur sa poitrine en disant c'est tes affaires qui traînent, quelque chose comme ça. Il a attrapé mon doigt, il l'a cassé. Tu me pointes jamais, comme ça. Puis quand je faisais quelque chose qui faisait son affaire, comme à un moment donné, j'avais fait une blague, je me souviens, avec une banane, ou je sais plus trop, où je faisais, je sais plus. Puis là, il me félicitait, tu sais, c'était vraiment de continuellement opérant, là, à la Pavlov, là. Où est-ce qu'il il est tellement content, tellement heureux, il te fait sentir comme une reine quand quand tu as un comportement comme ce qu'il souhaite. Et puis quand tu as un comportement qui s'en éloigne, ben, c'est la punition, c'était le collier électrique de chien, là, c'est clair, net comme ça. Et le but, c'est vraiment de te conditionner à avoir le comportement qu'il souhaite. C'est dur d'imaginer qu'on reste là-dedans, mais c'est tellement graduel, on peut même pas l'imaginer si on l'a pas vécu. Puis je pense qu'avant de le vivre, j'aurais même pas pu l'imaginer chez quelqu'un d'autre, puis j'aurais considéré que la personne qui vivait ça aurait dû le voir, aurait dû s'en sortir plus vite, aurait pas dû se laisser faire comme ça. Mais c'est tellement graduel, puis le côté qui te joue dans la tête, puis qui te fait sentir que c'est toi qui est bizarre, puis c'est toi qui est pas correct, fait qu'à un moment donné, tu te mets à douter de tout, puis tu es sûr que c'est toi qui fais une montagne à partir de rien. C'est vraiment insidieux. Je me sens capable d'en parler parce que je suis un peu fière de moi dans le sens où, par exemple, là, je l'ai quitté une fois. Je l'ai quitté pour de bon, tu sais. Alors que je voyais dans la maison où j'étais que les autres femmes revenaient. C'est difficile. On a peur. Je vis encore 15 ans plus tard dans la peur qui me retrouve. Je suis dans cette étape-là où j'essaie d'oser afficher mon nom en me disant non, il n'y a plus de pouvoir sur moi. Il est pas si fort que ça, il est pas si bon que ça, puis même s'il se pointait à ma porte, dans le fond, c'est pas vrai que j'aurais à le craindre, parce que le pouvoir qu'il y avait était surtout dans ma tête. Mais c'est bien beau le dire, c'est autre chose de vivre. Je reste quand même avec cette peur-là pour surtout ma famille, mes enfants, mes chiens aussi, mais surtout mes enfants. Parce qu'il me l'avait dit que si je le quittais, j'étais mieux de jamais avoir de famille, parce qu'il viendrait les tuer. Donc, j'avais jamais dit à mon conjoint actuel qu'il est en danger de mort, dans le fond. Je m'étais arrangée pour pas que qui que ce soit puisse me retrouver. Puis là, je commence à réaliser que dans le fond, il n'y a pas réellement ce pouvoir-là, que c'était à cause de la peur et du contrôle. Puis à essayer doucement d'oser. Encore récemment, puis encore aujourd'hui, j'ai tendance à surveiller. Pourtant, je suis consciente qu'il ne peut pas avoir le même véhicule que celui que j'ai récupéré, qui était à mon nom. Mais quand je vois ce véhicule-là dans un stationnement, je vire de bord. Quand je vois quelqu'un qui ressemble à lui, je vire de bord aussi. Je fais toujours attention qu'on puisse pas. Je vais pas au parc avec mes enfants dans un rayon d'à peu près 3 km de ma maison. Parce que je voudrais pas qu'ils me voient au parc et qu'ils soient capables de retrouver où j'étais. Donc, tu sais, j'envoie, tu sais, pour au parc à côté, c'est mon chum qui va y aller. Moi, quand je vais au parc avec les enfants, je vais plus loin. Moi, eux, ils ont toujours trouvé que c'était le fun. Maman faisait découvrir plein de parcs. Mais mon idée, c'est vraiment tu sais, je vais pas à l'épicerie proche de chez moi. Parce que c'est ça, je veux pas qu'il soit capable de, s'il me croise, s'il me voit dans un stationnement, je veux pas que ça soit facile pour lui de retrouver d'où je viens, de retrouver où j'habite. Mais j'ai été à l'épicerie à côté de chez moi il y a 3 semaines.
je l'ai vu passer à la télé. Dans une émission où c'était, je pense, suivait la SQ, genre, puis on voyait des interventions qu'il faisait, là, je sais plus trop. Puis je l'ai reconnu, même s'il était givré, parce que sa manière de bouger, sa manière de parler, les paroles qu'il utilisait, son ton de voix. C'est drôle parce que c'est ça, j'ai été fouillée après ça récemment, là, dans les décisions rendues, parce que je peux pas fouiller dans les dossiers à moins d'aller au palais de justice, mais j'avais pas envie de me déplacer. Mais il y a un site web où est-ce qu'on peut retrouver les décisions qui ont été rendues. Puis j'ai vraiment vu, c'était les mêmes dates, là, je veux dire, c'est drôle parce que je pense que je l'avais quitté à l'Halloween, il était encore avec moi, puis le 3 novembre, c'était écrit dans cette décision-là qu'il habitait avec la nouvelle femme. Puis c'était toute l'histoire racontée ressemblait beaucoup à ce que j'avais vécu. Puis dans un sens, ça m'a fait du bien, puis ça me fait encore du bien aujourd'hui là, de ne pas avoir décidé d'aller en cours contre lui parce que j'ai lu la décision, puis il y avait, je pense qu'on appelle ça des facteurs atténuants. Le juge, si vous allez lire la décision qu'il a rendue, c'est beaucoup pauvre lui, c'est pas de sa faute, il a vécu une enfance difficile, il était dans la drogue, il a pas voulu faire ça, il s'engage à suivre une cure de désintox parce que c'est un drogué de longue date, mais c'est faux. Moi, je sais qu'un mois avant, il était avec moi, puis je sais qu'il n'avait jamais pris de drogue quand il était avec moi, puis qu'il me disait que c'était pour les faibles, mais il m'avait déjà mentionné que la désintox était plus facile que la prison. J'aurais trouvé ça difficile si ça avait été moi qui avait été en cours, puis que le juge avait agi de cette manière-là, puis avait dit à quel point, pauvre lui, il veut se reprendre en main. Puis c'est ça, là, je pense qu'il y avait juste de la prison dans la société, là, pendant 3-4 mois qu'il y a eu. Il a brisé un lit sous la femme, sous elle, puis il l'a étranglé, mais vu qu'il était sous, qu'il était drogué ou je sais pas trop, puis qu'il a eu une enfance difficile, puis il s'est excusé, puis il était honnête, puis il a pleuré devant le tribunal pour s'excuser à cette dame-là. Mais là, il n'y a presque rien eu comme peine. Ce que j'ai trouvé surprenant, par contre, c'est que j'ai vu que dans son dossier, il n'y avait rien d'autre depuis. Donc, ça fait comme 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, là, qui a rien, qui n'a pas eu de relation violente avec des femmes, ou il a juste appris à être plus discret, je ne sais pas. Bien sûr, là, j'ai encore des séquelles. Là. J'ai un doigt douloureux. J'ai eu un couteau dans la main, là, ça a coupé certains nerfs, puis j'ai encore des picotements. J'ai un problème de dos aussi parce qu'à un moment donné, il a comme tapé sur mon dos quand j'étais dans un limo, puis il y a un endroit où est-ce que ça devient douloureux à certains moments. Il y a des séquelles physiques comme ça, puis des séquelles psychologiques aussi. Là, je veux dire, il y a certaines relations, certaines choses, par exemple, sexuelles où je suis moins à l'aise parce qu'il y a des mauvaises associations qui ont été faites. Au début, là, je me souviens, mon conjoint actuel, il est super patient, super compréhensif, mais c'est ça, au début, je pleurais après chaque relation sexuelle. Je m'excusais, puis donc, tu sais, c'est ça, il y a eu des séquelles. Ouais. Puis après ça, quand je me suis sortie de cette relation-là, comme je disais tantôt, je me suis arrangée pour aller très loin, pour qu'il puisse pas me retrouver facilement. Restez avec nous parce qu'après la pause, l'histoire se poursuit. Je leur reproche pas, mais c'est tellement dur, t'as l'impression d'être encore plus un objet. Je dirais que la procédure a été plus dure que le viol. Cette balado est un projet pédagogique du programme Technique d'intervention en criminologie du Collège La Cité à Ottawa. Si tu as aimé entendre l'histoire de notre invité, as-tu pensé que tu pourrais aussi aimer étudier dans le domaine? Tu pourrais intervenir auprès des personnes criminalisées, à risque de le devenir, et auprès des victimes. Accompagner des personnes en difficulté pour bâtir une société meilleure, c'est un travail qui est extrêmement enrichissant au plan des valeurs humaines. Nous accueillons une nouvelle cohorte étudiante à tous les mois de septembre et janvier. Inscris-toi au programme Technique d'intervention en criminologie où nous sommes avant tout coupables d'empathie. Pour comprendre la suite du témoignage de Sophie, il faut savoir qu'elle part travailler dans une petite communauté isolée. Les collègues habitent à proximité les uns des autres et se voisinent naturellement. Et à cette période de l'année, il fait un froid hivernal. Puis là, j'imagine que j'étais quand même vulnérable, je sortais d'une relation pas facile, puis j'imagine que la personne l'a senti parce que j'ai vécu un viol quelques mois, là, peut-être 1 mois et demi après. Puis c'est un peu dans ce contexte-là où il m'a invité,
Puis j'avais déjà été chez lui le dépanner avec son ordinateur. Quand il m'a invité à souper en disant « Ah, tu pourrais me montrer des trucs à l'ordinateur, puis j'aimerais ça, apprendre à te connaître mieux. » Moi, j'ai pas vu plus loin que ça, donc j'étais allée chez lui pour souper. Puis j'étais arrivée, il était nu en robe de chambre, mais j'ai pas vu sur le coup qu'il était en robe de chambre. Donc là, il me dit « Ah, je vais prendre ton manteau. » Puis c'est normal parce que les manteaux sont très gros, l'entrée n'est pas très grande. Donc il part avec mon manteau, mes clés étaient dedans. Puis dans le fond, donc je rentre, j'enlève mes bottes, tout ça, il redescend, puis je vois qu'il est en robe de chambre complètement nu, en dessous. Là, je fais comme, hop là, est-ce que j'arrive à mauvais heure? Excuse-moi. Puis là, ça s'est passé très, très vite, là, je dis, ben non, t'as pas de l'air prêt, là, tu sors de la douche, tu veux te prendre le temps d'être habillé, ou mais non, là, il me prend par les épaules, puis ça a pas pris 5 minutes, là, il m'a amené au salon, puis il m'a couché sur le sofa, puis il a fait sa petite affaire. Puis pendant tout ce temps-là, je savais que ça servait à rien de crier. Ça avait beau être des genres de duplex, mais entre les 2 logements, il y a une salle mécanique où il y a les réservoirs d'eau souillée, d'eau. Le son passe pas. J'avais pas mon manteau vu qu'il était parti avec en haut. J'avais pas mes clés, je pouvais pas rentrer chez moi en face. À moins d'aller chercher mon manteau en haut, mais là, en tout cas. Donc non, je me suis sentie vraiment coincée. D'ailleurs, au tribunal, il l'a dit qu'il savait qu'il me coinçait, il savait que je n'étais pas d'accord, mais qu'il pensait que tant que je criais pas ou que je tapais pas dessus, c'était correct. Il l'a verbalisé comme ça. Donc, j'ai figé. Je savais pas, je voyais pas comment me sauver, je pouvais pas aller chercher d'aide, je pouvais pas rentrer chez moi, je l'ai laissé faire. J'ai figé, puis je l'ai laissé faire. Puis je me souviens qu'il a insisté pour que je reste à souper après. Il a insisté pour que je reste à souper, puis j'avais mal au cœur. J'avais envie de vomir, puis il voulait que je mange. Puis je répétais en boucle, je suis pas à l'aise, je me sens pas bien, je veux rentrer chez moi. Mais ça, il a insisté pour m'inviter à souper, puis je me souviens qu'il me parlait que sa conjointe ne le satisfaisait pas, qu'une fois par semaine, c'était pas assez pour un homme. J'étais comme mon fils de ta conjointe, laisse-moi partir. Pendant un bout, je me demandais s'il allait me laisser partir même. T'sais? Ça n'aurait pas été difficile là, de me tuer. Personne n'aurait retrouvé. Bref, tout ça pour dire que j'ai peut-être imaginé trop loin, là, il m'a laissé partir sans problème, mais qu'est-ce qui me passe dans la tête? Il venait de se ficher complètement de mon avis, de m'utiliser vraiment comme un objet. Qu'est-ce qu'il allait faire après? Je pouvais pas le comprendre. Je pouvais pas comprendre pourquoi il me laissait pas partir. Pourquoi il agissait normalement comme ça. Pourquoi c'était tellement illogique que je comprenais pas qu'est-ce qui allait arriver. J'étais tellement nerveuse, j'ai tellement passé sur le bord de vomir. Mais c'est ça. J'ai pu rentrer chez moi. J'ai pris 2 douches. Je me suis fait chicaner par ma voisine parce que j'avais vidé le réservoir d'eau. J'ai jeté les vêtements que je portais cette soirée-là. Puis pendant 8 ans, j'ai jamais pensé à ça. J'en ai pas parlé à personne. Personne m'a demandé pourquoi je partais. Je suis rentrée, puis je me suis fermée, puis j'en ai pas parlé pendant 8 ans. Je pensais pas. Longtemps, je me suis dit que c'était pas vraiment un viol parce que j'avais pas de nom. J'avais dit que j'étais pas à l'aise. Je me souviens même d'y avoir parlé, d'y avoir dit « Est-ce que tu as des condoms? » Parce que j'avais jamais eu de relation sexuelle sans condom. Puis il m'a répondu non, mais il savait que je prenais la pilule, puis là, c'est ça là. Donc il a dû entendre que je prenais la pilule, puis il a dit non, on n'en a pas besoin, tu prends la pilule, tu sais. Après ça, puis j'étais honnêtement très mêlée. Puis j'ai rencontré mon conjoint actuel, qui a été vraiment une perle. Puis honnêtement, au début, je le trouvais plate. Je le trouvais plate parce que je n'étais pas habituée à ça. Puis j'ai été longtemps par moments, j'essayais, on dirait, de le picosser pour le faire réagir, parce que je m'attendais à ce qu'à un moment donné, il saute. Puis on dirait que je me disais, si j'attends, ça va être pire. Donc, il faudrait qu'il saute avant que ça soit... C'était inconscient, là, c'était pas que je le verbalisais pas comme ça, mais il me le dit, même des fois, on dirait que tu fais exprès de me faire fâcher. Donc, au début, c'est ça, j'étais un peu là-dedans, dans le pas le croire, le trouver plate, parce qu'il n'y avait pas ces montagnes russes-là des autres relations, puis être inquiète un peu tout le temps, puis essayer de le faire sauter. Puis non, c'était... Puis grâce aux ateliers que j'avais suivis dans une maison pour femmes, j'ai pu réaliser que c'était vraiment une relation qui était très saine, très égalitaire. Puis j'étais encore avec lui aujourd'hui.
Je sais pas comment ça aurait tourné si je l'avais pas rencontré lui, parce que là, j'étais vraiment tout croche, puis je repartais dans une idée de tester, disons, les relations. Puis c'est pour ça que j'ai rencontré rapidement. Honnêtement, j'avais comme une liste de 3-4 gars que je voulais rencontrer, puis avoir du fun. Tu sais, j'étais partie dans profitons de la vie parce que ça sert à rien de faire d'autres choses. Là. Je sais pas pourquoi j'étais dans ce mode-là. Et puis, le premier que j'ai rencontré, c'était lui. Puis, je l'ai aidé à peinturer son mur de cuisine. Tu sais, moi, on dirait que je me fichais de tout. J'étais un peu dans. Je me fichais du danger un peu. C'était plus important. Tu sais, qu'il m'arrive de quoi, regarde, qu'est-ce qui peut arriver de pire de toute manière? Je n'étais plus là-dedans. Donc, je suis venue dans sa maison, un homme seul que je n'avais jamais vu, pour venir peinturer. Puis on dirait que je courais après la merde, là, vraiment, je courais après. J'aurais presque aimé ça, là, que ça finisse là, tu sais, qu'il me tue puis que ça règle la question. Mais non, c'était une très, très bonne personne. Puis on est encore ensemble aujourd'hui, on a 3 enfants, puis il me supporte tout le temps. Puis il pose pas beaucoup de questions non plus. Tout ce que je vous raconte, il sait un peu, il n'est pas caché, mais il n'a jamais ressenti le besoin, puis j'ai jamais ressenti le besoin d'y en parler non plus dans le détail. Super respectueux, puis ça m'a vraiment permis de grandir là-dedans. Là. Puis autant avec les 2 relations que j'avais vécues, j'avais l'impression que j'étais quelqu'un d'instable, de pas fiable, qui pourrait jamais, qui était malade mental dans le fond, parce que c'est ça, il te donne vraiment l'impression que t'es folle. Donc j'avais vraiment l'impression que jamais j'arriverais à. Puis je voulais pas être folle puis que mes enfants aient une mère folle. Mais il m'a donné confiance, il m'a fait comprendre que dans le fond, non, j'étais une bonne personne, puis en tout cas, je pense l'être encore. J'ai un emploi stable, je suis appréciée au travail, mes enfants, ils grandissent bien, tous les intervenants, parce que mes enfants sont autistes, donc on a eu beaucoup d'intervenants là, qui sont venus dans notre vie, disons. Puis à chaque fois, ils disent je peux pas t'aider plus, je veux dire, tu mets déjà tous les outils possibles en place pour tes enfants. Donc, tu sais, le monde autour de moi a l'air de considérer que je suis une bonne personne fiable. Puis quand pour le viol, j'ai été au tribunal contre l'homme en question qui m'avait violée. C'est ça, là, c'est un peu ça que je vois en ma faveur, c'est que autant la procureure que l'enquêteur, tout ça, ben, il disait que j'étais quelqu'un qui était fiable, qui était articulé, qui était crédible comme témoin. Donc, je pense que je suis pas si folle que ça. Ça a pris 8 ans avant que j'en parle. Puis là, il y a les procédures judiciaires là, qui viennent de se terminer. Donc, je pense que ça fait 12 ans peut-être. Ça a été lourd comme processus, vraiment. Beaucoup de fois, je me suis dit que j'aurais pas dû. Ce qui m'a décidé à aller en parler, c'est parce que je sais pas pourquoi j'avais pas eu le flash. Tu sais, il y a eu MeToo puis tout. Puis moi, comme je vous dis, je gardais en tête que c'était un peu de ma faute parce que. Donc, tu sais, je suis restée avec cette idée-là que je lui avais fait des avances, que je m'étais pas clairement opposée. Donc, c'était un peu de ma faute. Puis ferme-toi là, puis vis avec. Mais j'ai vu un reportage où est-ce qu'il parlait, c'était pas la même situation exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai porté plainte. Mais ça a été lourd, ça a été une procédure qui était très longue, puis c'était pas pour moi que je le faisais. Tu sais, je ressentais pas. Puis encore aujourd'hui, je me sens un peu mal. Je pense à ça. En ce moment, il est en prison, mais j'ai accepté qu'il vive sa sentence chez lui parce que pour moi, c'était pas ça le point important. Mon but n'était pas de le punir, puis encore aujourd'hui, je me sens même mal à l'aise. Je le croiserais, puis je pense que je m'excuserais. C'est bête, hein? Je sais que c'est pas logique, mais je voulais surtout protéger les autres. Que ça ne se reproduise pas. Donc, mettre un casier judiciaire permettait de protéger les autres. Puis j'ai aussi insisté pour lui qu'il soit obligé de faire de la thérapie. Parce que dans le fond, c'est ça, j'ai accepté. La procureure voulait vraiment aller en procès, puis je m'excuse encore si jamais elle entend ça. Là, je suis vraiment désolée. Je voyais qu'elle voyait que j'étais solide, j'étais prête. Puis je pense que c'est ça qu'il a décidé, le monsieur appelé des coupables, c'est que quand ils ont fait la préparation de témoins, eux, l'avocat adverse, il a le droit à toutes les notes. Puis ils ont vu qu'au moment de la préparation de témoins, avant que j'ai pu revoir mon témoignage, ils m'ont demandé de leur expliquer la situation. Puis j'étais presque au mot près. C'est pas que j'avais appris, c'est que c'était honnête. Donc, j'étais presque au mot près, c'était super cohérent. Puis quand elle me posait des questions là, qui auraient pu peut-être me piéger, ben, j'avais des réponses qui étaient logiques. Parce qu'il y a une raison logique, tu sais, j'avais pas.
Donc, c'est suite à ça qu'il a choisi de plaider coupable pour éviter le procès. Ça m'a évité de témoigner. Puis moi, ça me donnait ce que je voulais, c'est-à-dire qu'il y a un casier. Donc, j'étais satisfaite, si on veut, mais maintenant, je regrette un peu. Je sais que la procureure, elle aurait voulu aller en procès puis avoir de la prison ferme. Puis je l'ai vu qu'elle était déçue. Quand j'ai dit, moi, je trouvais ça très acceptable comme entente. C'est long, ce processus-là. Hein? C'est des années. Puis, tu y penses pas, t'es chez vous, bien tranquille, puis hop, tu reçois un appel, puis hop, il faut que tu ailles témoigner un témoignage vidéo. Là, tu reviens chez vous, puis tu n'as plus de nouvelles. Ils t'informent de rien. Tu sais pas du tout ce qui se passe. Puis hop, là, tu reçois une lettre, il a été mis en accusation. Ah, OK. Là, tu n'as plus de nouvelles pantoute pendant un bout, c'est super long. Puis hop, là, il faut que tu reviennes pour faire une parade photo. C'est des années où tu es comme tout le temps sous le nerf, puis dès que tu commences à te calmer, puis à plus y penser, ça revient, ça te repop d'en face continuellement. C'est vraiment une épreuve. Puis je sais qu'ils font de leur mieux pour que les victimes se sentent bien, tout ça, mais ça n'empêche pas que c'était vraiment lourd, tu sais. Puis la journée même du procès, c'était ridicule comment le palais de justice était fait parce que les toilettes, mais lui était dans le corridor devant la pièce où est-ce qu'il attendait, puis les toilettes étaient de l'autre bord, puis le local du CAVAC était de l'autre bord aussi. Donc là, théoriquement, il aurait fallu que je passe devant lui pour aller dans le local du CAVAC. Là, que je repasse devant lui pour me rendre dans la salle de cours. Dans la salle de cours, il aurait été là. Il n'y avait même pas moyen. Il n'y a pas moyen qu'il ne soit pas là ou que je sois. Non, il fallait vraiment qu'il soit là et qu'il me regarde en direct. OK. Puis que je repasse devant lui, je vais aller faire pipi. Puis Madame Cavac a vraiment fait de son mieux, mais j'ai passé la journée, parce qu'il n'y avait pas d'enfants cette journée-là, dans une salle pour les enfants. Donc avec des livres de Toupie Binou et une cuisinette en plastique. Non, mais c'était vraiment super fin, mais c'est vraiment mal fait. Ça a bien à donner pour moi. J'ai été chanceuse, j'ai même pas eu besoin d'aller témoigner finalement. Puis tout s'est réglé rapidement. Cette journée-là, ça a été rapide, mais le processus en tant que tel est très long puis très difficile. Il faut vraiment être solide. Puis tu sais, la journée où est-ce que la procureure m'a dit, bon, là, demain, je porte des accusations. J'ai trouvé ça drôle, elle me disait, il faut pas inquiéter, tu sais, dans le fond, il faut pas inquiéter monsieur pour rien, là. Là, si je porte est-ce que tu es sûr de vouloir avancer? Parce que si je porte les accusations, puis tu choisis de reculer, c'est toi que j'accuse d'outrage au tribunal ou je sais pas quoi, là. Tu sais, quelque chose du genre. Comme je disais tantôt, vu que j'avais comme pas dit non, puis je doutais même que j'étais vraiment un viol quand j'étais allée le dire à la police. Je me disais, ils vont me virer de bord, ils vont rire de moi. Je m'attendais à ça, là. Finalement, j'ai été super bien accueillie, mais jamais ils ont pu me dire. Puis je pense qu'elle n'avait pas le droit de dire ça, mais il y a un enquêteur à un moment donné dans le corridor au moment où je quittais qui m'a dit que là, je la questionnais, je dis c'est-tu un viol? Ce que je t'ai raconté, selon vous, c'est-tu un viol? Puis elle a fini par me dire les informations que tu nous as données, ça correspond à la définition d'un viol. On dirait que ça a tellement fait du bien, c'est ça qui m'a donné un peu le courage de continuer. Parce que je savais pas, personne ne me donnait l'information, tout le monde est très froid. Mais tu sais, des moments durs, là, je me souviens entre autres, après le témoignage vidéo. Et ça avait commencé à 7 heures le soir parce que la madame en question était de soir. Là. Donc là, je pense qu'il était 10h30. Ça faisait 3 heures que je répondais à des questions en rafale. J'étais. Puis là, ah ben, on a ce qu'il faut. Tu peux rentrer chez toi. Puis il te laisse devant la porte. Puis là, il faisait noir. J'étais pas capable de conduire. Il faisait super froid. Je me suis assise sur un bloc de béton glacé, puis il fallait que je reprenne mon souffle. Il fallait que je conduise 1 heure pour rentrer chez moi, là. Puis là, les policiers rentraient en riant devant moi, puis moi, je pleurais comme une madeleine, puis j'étais tout croche. Puis jamais ils m'ont proposé de rentrer prendre un café le temps que j'aille mieux avant de partir. Tu sais, des choses comme ça que je leur reproche pas, mais c'était raide. C'est très raide comme procédure. Puis ça base beaucoup de choses. Puis c'est leur travail, mais tu sais, ils vont te questionner sur est-ce qu'il te tenait avec la main droite ou avec la main gauche. Comment ça se fait, là, tu me disais qu'il y avait les mains sur ton épaule, comment ça se fait que là, tu me dis qu'il est en train de baisser ta culotte. T'sais, des choses comme ça, là, très pointues. Je leur reproche pas, mais c'est tellement dur, tu as l'impression d'être encore plus un objet. Je dirais que la procédure a été plus dure que le viol. Moins de conséquences après, j'avoue, mais sur le coup, là, c'est tellement dur, puis c'est ça,
es un peu perdu dans tout ça, tu te fais changer d'intervenant, le CAVAC est là pour nous aider, mais en même temps, j'ai parlé à 6 intervenantes différentes au CAVAC, je pense. C'était jamais la même qui répondait. Quand tu appelles au moment où toi, tu es en détresse, tu aurais besoin juste qu'ils t'informent sur les prochaines étapes, tu tombes tout le temps sur une boîte vocale, ils te rappellent le lendemain, ils te rappellent en plein milieu du souper avec les enfants, les 3 enfants qui crient, je fais comme « Ah ben, finalement, c'est correct. » Puis t'es obligé de re-raconter et re-raconter ce que tu as vécu. En te faisant dire que si tu te trompes, c'est toi qui vas être la poffine. C'est raide. Puis ça, c'est drôle parce que la journée, justement, où elle me disait qu'à partir de maintenant, tu peux plus reculer parce que sinon je pars après toi, là j'avais contacté plusieurs personnes autour de moi, plusieurs femmes en disant « Est-ce que vous avez déjà vécu cette procédure-là? » Parce que je voulais savoir c'est quoi qui reste devant. Ça m'avait semblé tellement difficile ce qu'il y avait derrière. Mais c'est quoi qui reste devant? Puis j'ai cherché autour de moi, puis j'ai trouvé personne qui avait été jusqu'au bout. Presque, je dirais, j'avais l'impression en tout cas qu'une personne sur 2 me disait qu'elle avait déjà vécu des choses similaires. Des viols ou des attouchements ou des... Puis personne s'est rendu au bout. Certaines m'ont dit avoir commencé, puis s'être rendu justement le nez sur l'accusation, se faire dire ça, puis revirer de bord. Ça, c'est celles qui sont rendues plus loin. J'ai réussi à trouver personne qui a pu me dire ce qui s'en venait après. Parce que personne n'a osé aller jusqu'au bout. Puis, honnêtement, c'est tellement dur. Mais moi, je pensais à mes filles. Je me disais, faut que je gagne, ou au moins que je porte plainte pour que les statistiques changent. Il y a une femme qui vit un viol sur 50 qui porte plainte. Puis dans celle-là, il y en a une sur 5 qui réussit à gagner. Il faut changer ça. C'est pour ça que je me battais. Puis c'est pour ça que je tenais pas tant que ça à une peine ou quelque chose. Ce que je voulais, c'est plus changer les chiffres. Je ne veux pas l'empêcher de vivre ou de travailler. Je veux juste pas qu'il soit dans un contexte parce qu'il y a une autorité sur quelqu'un, tu sais. Pour la première fois, vraiment, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher de l'aide. Donc, j'ai été voir, j'ai un suivi actuellement là, avec le CIVAS. C'est une centre d'aide, en tout cas, je ne sais pas trop, en tout cas, aux violences de caractère sexuel. Parce que là, c'est drôle, hein, mais maintenant que le jugement est tombé, on dirait que c'est là que les conséquences arrivent. Étrangement, là, je le vivais pas. On dirait que je le vivais pas avant. C'est là, par exemple, je me suis mis à avoir, depuis le jugement, des difficultés au niveau sexuel avec mon conjoint. Je trouve ça plus difficile. On dirait qu'avant, je me voyais pas comme une victime. Puis là, j'ai comme pas eu le choix de me voir comme une victime vu que j'avais gagné dans le fond. Donc, on dirait que ça a tout changé dans ma tête quand il a plaidé coupable. Il a dit qu'il savait que je voulais pas, puis il savait qu'il me coinçait. D'ailleurs, je recommence à aller un petit peu mieux, puis c'est pour ça que j'ai accepté de participer à votre affaire. Parce qu'on dirait que je me suis dit vraiment, non, ça suffit, t'es pas une victime. Tu as vécu des choses difficiles, mais ça veut pas dire automatiquement que t'es une victime, tu sais. Puis là, je recommence à aller un peu mieux. Mais non, je pense que ça a été la journée la plus dure. Puis tout le monde te félicite. Puis comment? J'ai pas gagné. Je suis pas contente, puis j'ai pas gagné. Si je devais aller chez le vétérinaire faire euthanasier un chien qui a mordu, un chien méchant, je me considérerais pas comme victorieuse. J'ai le même feeling. Oui, il a fallu que j'euthanasie un chien méchant parce qu'il était dangereux, mais pour moi, c'est pas une victoire. Puis là, tout le monde te dit bravo. L'enquêteur était avec moi, puis là, la procureure, tout le monde est comme « Wow, ça s'est réglé facilement, c'est parce que tu étais solide. » Puis il a vu que ton témoignage était solide, puis il a vu qu'il ne gagnait rien à aller en procès parce que on avait confiance en toi, puis tout. Bravo, bravo, bravo. Bye! Puis tu tombes dans le mur. Tu tombes tellement dans le mur, t'es comme tout croche, tu viens de te faire mettre en pleine face qu'en effet, t'es une victime. Puis là, t'es tout seul dans le stationnement encore à shaker, puis à trembler, puis à pleurer. Je sais pas quoi dire. J'ai trouvé ça difficile. Mais c'est ça. Il faut se relever, il faut continuer. J'ai 3 enfants qui ont besoin de moi. J'ai une vie qui continue. Je trouve ça difficile parce que depuis le début, dès que j'ai été voir le premier policier, moi, ce que je m'attendais à me faire offrir, parce qu'on en parle partout gros comme le bras,
c'est la justice réparatrice, là, quelque chose du genre. Mais c'est pas vrai, hein. Ça existe pas. Ça existe surtout pas dans ce genre de cas-là. J'aurais juste voulu pouvoir lui dire Hey, c'était pas correct ce que t'as fait. Puis moi, j'aurais été complètement satisfaite, puis j'aurais complètement tout arrêté là s'il m'avait dit Hey, j'avais pas réalisé que je t'ai fait du mal. T'inquiète pas, je vais faire attention à l'avenir, je referai plus ça. C'est tout ce que je voulais. Mais j'ai pas pu. Tout le monde a pris des décisions pour moi, puis tout le monde voyait que j'allais gagner, si on veut, puis tout le monde trouvait ça bien le fun à ce que je vois, mais c'est pas ça que je souhaitais. Le temps qui passe adoucit rien du tout. C'est peut-être la manière que ma mémoire est faite, mais pour moi, c'est aussi frais que si c'était hier, pratiquement. Les cauchemars sont aussi vifs. Les flashbacks, il y a une odeur ou une image, une manière de parler, sont aussi vifs. On guérit jamais. J'aime beaucoup penser je sais, mon chum me dit tout le temps que je le dis mal, là, le kintsugi. En tout cas, c'est un mot japonais qui veut dire réparation. Les Japonais ont un art pour réparer les peaux qui sont brisées avec de l'art. Donc, au lieu d'essayer de camoufler la blessure, puis on n'y arrive pas totalement sur un pot, là, il répare avec de l'art, donc ça devient encore plus beau. C'est un peu ce que j'essaie de faire, c'est comment j'essaie de penser. Je me dis, ça sert à rien d'essayer de redevenir qui t'étais avant. Ça sert à rien d'essayer de réparer ça en essayant de cacher ce qui s'est passé. Tout le monde a cette idée-là d'essayer de camoufler la blessure, mais elle reste là. Faut que tu en fasses ta force. Faut que tu l'acceptes, puis que tu acceptes que la blessure va rester. Merci Sophie pour ton témoignage. Tu nous as profondément touchés par ta résilience, même si c'est un mot que tu n'aimes pas utiliser pour te définir. On te souhaite de poursuivre ta réparation avec de l'art, tout comme la méthode japonaise, puisque ce sont de nos blessures qu'émerge notre force. Mais avant de se quitter, on avait une dernière question pour Sophie. Sophie, es-tu au bout de ta peine? J'aimerais répondre que oui. J'aimerais dire que je suis rendue au bout de ma peine. Je crois que c'est ce qui est attendu de moi, de vous répondre en ce moment. Mais j'y crois pas. La vie est pas si belle qu'on puisse dire qu'à un moment donné, on est arrivé au bout de nos peines, je crois. En tout cas, moi, des fois, je me dis que ce serait tellement plus simple si tout arrêtait. Des fois, je suis fatiguée. Mais là, pour l'instant, mes enfants ont besoin de moi. Un jour, je pourrais arrêter. Si on m'annonçait demain que j'avais un cancer et que j'allais mourir bientôt, je peux pas dire que je pleurerais. Je serais soulagée plus qu'autre chose. Désolée de pas vous donner la finale que vous auriez sûrement aimée. Je trouve ça lourd à porter. Mais d'un autre côté, encore aujourd'hui, j'ai pas le choix de vivre avec ça. Puis, des fois, je me dis que même si j'avais la possibilité de revenir en arrière, je changerais rien. Parce que ça fait que je suis aujourd'hui. Ça fait que j'ai cette force-là, puis que, tu sais, si jamais il arrive quelque chose à des amis, tu sais, souvent, je suis assez forte pour tenir, parce que ça m'effraie plus. Il n'y a pas grand-chose qui m'effraie aujourd'hui. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez pense au suicide, des ressources sont disponibles. Appelez ou textez au 988. Du soutien est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en français comme en anglais, partout au Canada.